Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. Vous savez tous qu'à une époque, il n'y avait que des magasins comme ça. On y allait, on avait des produits et surtout, il y avait des vendeurs. Il y avait des gens des vendeurs et des vendeuses, à qui on pouvait parler, à qui on pouvait dire j'ai besoin de tel truc ou j'ai besoin de pouvoir faire tel truc, d'aller en montagne, d'aller faire de la voile, de faire du vélo avec mon enfant, je ne sais pas, d'y voir mieux, toutes sortes de choses, de faire des soupes, voilà. Et cette personne pouvait nous écouter, pouvait nous dire ce qu'il y avait à choisir et même pouvait nous aider à choisir. Et la manière dont ils faisaient ça, ils le font encore parce qu'ils existent encore, mais ce qui est énorme de comment ils le font, c'est qu'ils sont capables de nous contenter nous, mais aussi de se contenter eux. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un savoir-faire dans la vente et dans la politique commerciale. C'est-à-dire qu'ils savent faire des bons marges, ils savent aiguiser nos choix, aussi en maximisant leurs marges. Et ce qui fait que les commerces fonctionnaient bien. Mais nous, on n'était pas contents parce qu'on n'aimait pas devoir se déplacer pour aller choisir des choses, rentrer les mains pleines. Non, nous, on a inventé le e-commerce. Dès qu'il y a eu Internet, on a eu envie d'aller sur des sites où il y a un choix immense et surtout à portée de clic et surtout que les choses arrivent chez nous. Et ça, on le connaît, on l'a adopté massivement parce que on adore ça. On est super content de pouvoir faire ça. On achète sur Internet, on achète avec nos portables, avec nos smartwatches. Mais c'est aussi un truc qui nous génère de la frustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a maintenant sur les sites d'e-commerce énormément de trucs, énormément de produits, énormément de choix. Et pour choisir, on doit utiliser ça, les filtres. Alors les filtres, oui, quand vous, qui êtes à Epitech, vous allez sur un site d'informatique et vous devez choisir les ordinateurs, vous vous régalez avec les filtres. Mais parce que vous savez tout exactement comment choisir, tout c'est bien fait. Mais si vous allez choisir dans un site de lunettes, par exemple, où il y a des technologies que vous ne connaissez pas, vous n'y comprenez plus rien, vous commencez à cliquer à droite à gauche et après vous allez finir par chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire tel mot-clé, telle technologie, vous allez vous embrouiller sur des blogs et puis les blogs vous n'allez pas les lire bien sur votre smartwatch, ça ne marche pas, vous abandonnez l'idée et vous retournez au vendeur de lunettes du coin et ça c'est pas bien. Les vendeurs de e-commerce, ils ont aussi essayé avec les landing pages. Les landing pages qui sont censés nous aider à comprendre les typologies de produits, elles sont shiny, elles sont belles et tout, mais on ne lit pas les landing pages. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste pouvoir acheter et vite. Et ça, en fait, ça génère de la frustration même chez les commerçants qui ne font pas leurs chiffres. Ils se disent, mais pourquoi ces gens-là, ils n'achètent pas? Et voilà, c'est là où j'arrive. Bonjour, je m'appelle Luca Marchesini. Et je suis développeur, comme beaucoup d'entre vous. Je travaille ici sur ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui avec mon ami Adrien Marais, qui est aussi dans l'organisation de ces meet-up, très intéressant. Et on travaille avec une entreprise montpelliéraine qui s'appelle Spirit, qu'on vous a déjà présenté, mais je tiens à vous dire que c'est quand même des gens très très chouettes. Donc, il faut le dire quand même. Bon. Avec Adrien, on fait partie, et avec d'autres gens, d'un collectif de passionnés de l'informatique et qui s'intéressent à l'intelligence artificielle qui s'appelle genai.fr. On a fait des articles qui sont... alors pour les plus experts d'entre vous, peut-être ça ne vous apprendra rien, mais moi je trouve qu'ils ont le bénéfice d'exister, puis ils sont très chouettes. Et peut-être qu'on les mettra en plusieurs langues maintenant qu'on sait manier les LLM. On a créé, avec Spirit et avec Adrien, on a créé Julia. Voilà. Aujourd'hui, ça se présente sous la forme de cette petite fenêtre qui a l'air d'être une fenêtre très innocente, une fenêtre de rien du tout. Mais en fait, cette fenêtre, vous allez en entendre parler parce qu'elle va petit à petit remplacer on espère, les barres de recherche dans lesquelles vous êtes habitué à mettre des mots-clés. Parce que vous avez déjà, vous, un transformateur dans votre tête qui va transformer votre question en mots-clés que les bases de données vont pouvoir entendre. Eh bien là, ça ne va plus être le cas. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous poser des questions comme un vendeur.
et c'est un LLM. C'est un LLM, donc on a utilisé une technologie que vous connaissez peut-être. Elle est un peu timide, elle n'a pas trop envie de se montrer. Allez, vas-y, viens. Mais elle n'a pas envie. En fait, elle est un peu timide parce qu'elle pense qu'on va se moquer d'elle parce que, ben, je vais le dire, elle s'appelle OpenAI et tout le monde se moque parce qu'il dit qu'en fait, c'est pas open du tout, c'est fermé. Mais bon, mais ça, c'est, faut pas écouter. Voilà, là, c'est parti. Elle est trop timide. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. La première chose qu'on lui a demandé de faire, c'est de sélectionner les filtres à votre place, messieurs, dames. Et oui, parce que c'est ça qui est pénible à faire. Alors, ça se présente sous cette forme-là. Il y a un laser. Il y a un laser qu'on ne voit pas sur la télé. C'est une télé anti-laser. Ça se présente sous cette forme-là. Vous posez une question. Vous dites « je veux des lunettes de voile ». Et là, Julia va aller sélectionner à votre place, là, les filtres de manière très intelligente. Et en plus, elle vous explique pourquoi elle a fait ça. Vous n'allez peut-être pas arriver à lire, mais ce n'est pas grave. De toute façon, lire, ça ne nous intéresse pas. Ça se présente sous cette forme. En fait, il y a un front-end. Hein, pour ceux qui sont habitués aux nouvelles technologies, il y a un front-end. Donc, il envoie votre message. Je cherche des lunettes pour de la voile ou pour du ski. Il y a un back-end qui va créer un prompt qui va être envoyé au LLM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le LLM, il envoie une sortie. Cette sortie, elle est retravaillée par le back. Et le back, il envoie une réponse avec des commandes au front-end. Les commandes, c'est ce qui va permettre au front-end d'aller sélectionner les filtres à votre place. Vu sous un point de vue, ben, on a simplement un endpoint REST qui va recevoir le message. Il y a ce qu'on appelle un workflow. Et maintenant, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et la réponse, ben voilà, avec un tableau de filtres. C'est très très simple. C'est beaucoup plus simple que ce que expliquait Sylvain. Si vous avez compris Sylvain, vous allez me comprendre moi aussi. Voilà comment ça se présente, le prompt qu'on va envoyer à ChatGPT. Ça y est, je l'ai dit. Tu es un assistant sur un site e-commerce. Voici les filtres disponibles. Donc, on lui envoie la liste des filtres, hein, bien entourés par des délimitateurs. On lui dit, voici le message de l'utilisateur, je cherche des lunettes du soleil pour la voile, et on lui donne l'instruction, tu dois sélectionner des filtres pour aider l'utilisateur à trouver le produit recherché. Dans ce prompt, en fait, on peut isoler des éléments. Il y a un premier input, c'est les filtres. Il y a un deuxième input, c'est le message de l'utilisateur. Après, il y a une instruction. Et en fait, tout ça, tout ce paragraphe, je vous le dis pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert le workflow. En fait, le workflow, ça sert à combiner les inputs dans une matrice un peu plus grosse, dans un bloc de texte un peu plus gros, qui va finir par générer le prompt. Et tout ça, ça sert à introduire un terme que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le RAG, le Retrieval Augmented Generation. J'imagine, est-ce que quelqu'un n'est pas familier avec ça? Ok, vous êtes une minorité. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas grave, c'est très bien. Ça me permet de vous expliquer. En fait, le RAG, c'est tout simplement enrichir les prompts avec des données qu'on est allé chercher quelque part, qu'on est allé retrieve, qu'on est allé fetch quelque part. Donc dans ce cas-là, les filtres, on est allé les retrieve, on est allé les sniffer dans le site. Okay? Et ça, on va arriver à pouvoir le faire avec tous les sites du monde entier. Donc, sniffer les filtres et les donner au LLM. On fait ça avec une technologie qui, elle, n'est pas du tout timide. Ça s'appelle JS, Node.js. Elle prend même toute la place. Et voici à quoi ça ressemble. C'est beaucoup de texte, très petit, mais vous, ça ne vous intéresse pas de lire. Je le sais, c'est pas grave. Là, on voit les inputs. C'est tout simplement du YAML stringifié. Les filtres. Ah oui, attends, il y avait un truc intéressant à vous montrer. Le premier input, en fait, j'ai simplifié tout à l'heure, c'est les filtres disponibles. Et ensuite, on lui donne les filtres aussi qui ont déjà été sélectionnés. Parce que ce workflow, il va pouvoir intervenir à plusieurs étapes de la conversation, même quand on a sélectionné déjà plusieurs filtres. Ensuite,
Du coup, comme ce n'est pas que sur un message que ça fonctionne, mais plusieurs, on envoie l'historique de tous les messages. Pour qu'en fait, le LLM, il ait un peu une idée de tout ce qui s'est passé avant et puisse donner une réponse cohérente. Ici, vous voyez aussi les instructions, c'est un petit détail technique, ne sont pas hardcodées dans le back-end, mais on va les chercher en base de données pour permettre aux commerciaux des différents sites sur lesquels on va installer Julia de fine-tuner leurs propres instructions. Et après, on a l'output. Alors l'output, je vais l'agrandir pour vous, parce que on va le faire en JSON. Le JSON, ça permet au back-end après d'aller le parser et d'après aller le formater. Parce que le back-end, ce n'est pas un LLM, c'est du code, comme on le sait, donc il a besoin d'un formalisme strict. Et avec ça, avec cet output-là, avec cet output JSON, on va pouvoir générer des commandes, comme je vous ai dit tout à l'heure, des commandes qui sont après envoyées au front-end. Donc si quelqu'un se demande mais comment c'est possible que le front-end, que dans les commandes, il y a déjà les sélecteurs CSS qui vont permettre au front-end d'aller cliquer, ben, tout simplement parce que quand on les a sniffés, on a sniffé les sélecteurs CSS avec. Et donc en fait, on fait un truc qu'on sait faire depuis l'époque de jQuery. On va prendre l'élément et on va appeler la méthode click. Voilà. Mind blown. Donc là, je vous ai montré le truc, un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire comment on va sélectionner les filtres, mais comment on fait Julia pour poser les bonnes questions? Parce qu'en fait, avant que nous, on puisse dire ce qu'on veut, ben, c'est bien aussi que Julia puisse nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on cherche? Une fois qu'on a cherché, une fois qu'elle a sélectionné des filtres pour nous, il faut aussi qu'elle nous pose une question après. Et ça se présente un peu comme ça, voilà, là, elle a sélectionné les filtres, et après, elle surenchérit pour mieux vous conseiller, pouvez-vous m'en dire plus sur votre recherche? Ça se présente comme ça. Tout d'abord, le front-end, il va envoyer les résultats qui font partie du résultat set après avoir sélectionné les filtres. Parce qu'en fait, on les a un peu restreints, mais il y en a encore quand même. Donc, on les envoie au back-end qui va les formater dans un prompt, qui va le donner au LLM, va attendre sa réponse, et dans la réponse du LLM, il y a la question pour l'utilisateur qu'on l'envoie. Donc, on va enrichir le schéma de tout à l'heure, on va introduire un nouveau endpoint API, un REST, qui va prendre les résultats, qui va les envoyer à un autre workflow LLM comme l'autre, un peu, qui va, lui, pouvoir générer la question suivante, par exemple, quelle couleur? Une fois qu'on a trouvé des lunettes pour la voile, ben, il y a plusieurs couleurs, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que, bon, là on a les inputs, l'historique, les filtres, mais surtout, ce qu'on a ici, c'est un nouvel élément qui s'appelle le sales script, le scénario de vente. Alors le scénario de vente est un autre document qui est rédigé par les commerciaux des sites et ils vont en fait un peu transférer leur savoir au LLM en lui disant ben, voici moi quand je vends les questions que je pose à l'utilisateur, au client, potentiel client, pour l'aider à trouver. Et en fait le LLM il va pouvoir utiliser ça pour poser la bonne question en fonction de l'historique et des filtres et les envoie, évidemment, il envoie sa réponse comme tout à l'heure en JSON. Mais dans ce JSON-là, il y a un truc que je veux porter à votre attention. Évidemment, il y a un swear en dessous, vous le voyez, mais il y a un attribut qui s'appelle thought, qui veut dire penser. Et dans cet attribut, le LLM, il va mettre, en fait, le raisonnement qu'il a fait pour arriver à la réponse. Et ça, on ne va pas l'envoyer à l'utilisateur. Parce qu'en fait, l'utilisateur, il s'en fiche de savoir comment il fonctionne, le LLM. Mais nous, on ne s'en fiche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout d'abord, de demander au LLM de faire ça, ah non, je me suis trompé. Voilà. C'est une technique qui s'appelle Zero Shot Chain of Thought. Est-ce que quelqu'un n'est pas familier avec ce terme? Ok. Ah, ben voilà, là je sers à quelque chose.
Zero Shot Chain of Thought, c'est ça veut dire en français chaîne de pensée sans exemple. Et en fait, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui ont, en étudiant les différents LLM, ils ont vu que si on demandait au LLM d'expliquer son raisonnement avant de donner la réponse allait être infiniment de meilleure qualité. Même, on réduisait drastiquement les hallucinations. Et en fait, là-dedans, lui, il va vraiment dire, bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sales script, j'ai vu que j'avais déjà posé plusieurs questions, et il m'en restait 2. Donc, parmi les 2 qui me restaient, j'ai choisi celle-là, parce que j'ai trouvé que par rapport à ce que l'utilisateur a dit, un peu comme il parle, voilà. Et en fait, cette explication très précieuse pour nous, on va la stocker dans un outil qui s'appelle Langfuse. Langfuse? Oui, non? Non? Langfuse, moi non plus, je ne connaissais pas il n'y a pas longtemps. C'est un super outil, un SaaS, qui fonctionne un peu comme un logger. Vous voyez, quand vous avez votre back, vous avez votre front aussi. C'est un peu comme Sentry pour les IA. Dans Langfuse, on va mettre tous les résultats, tous les échanges qu'on a dans chaque workflow. Et en fait, ça va nous permettre de débugger les échanges qu'on a, les réponses qu'on a de l'IA. Et quand on a même le raisonnement, l'explication du LLM, ça va nous aider à débugger encore mieux. Donc, ce petit truc de rien du tout, ben, ça a vraiment un double intérêt, avoir une meilleure réponse et une meilleure observabilité, un meilleur débugage. Ça va, je vais pas trop vite, non? Okay. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, mais Julia c'est en faire d'autres déjà, c'est recommander. En fait, malgré le fait qu'elle sélectionne les filtres pour vous et vous pose les bonnes questions, en réduisant les résultats, ben à un moment donné, on veut aussi qu'elle vous dise, à mon avis, ce qu'il te faut, c'est ça. Et comment elle va faire ça? Ben, en fait, un peu pareil, on va lui envoyer les résultats, on va faire un prompt avec, on va récupérer l'output, et dans cet output, il va y avoir la recommandation. Et donc, c'est pareil, on va utiliser SendResults pour avoir cette recommandation-là à l'aide d'un nouveau workflow qui a cet aspect-là. Là, ça y est, on a les produits, et ici, on a, dans les inputs, la politique de vente. La politique de vente, c'est un peu comme le script de vente, sauf que c'est là où les commerciaux vont dire, par exemple, avec telle marque, on a un deal, donc on peut faire des meilleurs prix. Ou sur telle marque, on fait une super marge. Ou alors sur tel produit en particulier, il y a une promo, donc c'est bien pour fidéliser les clients de proposer des prix un peu plus bas. Et en vrai, ils peuvent mettre vraiment ce qu'ils veulent, c'est du texte, c'est du texte naturel qui est apposé là. Et puis évidemment, ben, ce qu'on a en output, c'est une URL de produit à recommander. Mais ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un problème, c'est-à-dire que on envoie dans ce même point d'entrée, en fait, on doit pouvoir décider quel workflow demander, soit ask question, soit recommandation. Comment on fait? Ben, on aurait pu s'embêter à écrire du code très compliqué. En fait, ce qu'on a fait un autre workflow. Et en fait, le workflow, qui s'appelle Detect End, ben, il va décider s'il vaut mieux poser une autre question ou directement partir sur de la recommandation. Comment il va faire ça? Ben, en fait, il va évaluer si il y a suffisamment peu de produits dans le résultat set, ou alors si on a épuisé les questions du script de vente. En tout cas, la manière dont il le fait sera, on pourra l'avoir dans Langfuse grâce aux explications qu'il va nous fournir. Et en fait, ben, tout simplement, SendResult va déléguer cette décision à ce workflow-là. Ce petit exemple final, ça sert aussi à vous montrer que quand on a un agent, comme Julia, comme il y en a d'autres, en fait, souvent, c'est plusieurs interrogations, c'est plusieurs interventions du LLM qui se passent, c'est plusieurs itérations. Et
Et c'est peut-être même pas les mêmes modèles en fait. Des fois, on interroge différents modèles selon le type de questions qu'on a. Par exemple, Detect End, on ne va pas utiliser du 4O, mais peut-être du Omini ou des modèles même. On peut demander on pourrait utiliser éventuellement des Llama 1B, des trucs beaucoup plus petits et rapides. Voilà. Merci.